à tous, bienvenue pour notre nouvel Extra Club en direct. Nous avons la chance d'accueillir Marc Alévi. Bonjour Marc, bienvenue. Bonjour le sujet qui nous réunit aujourd'hui s'intitule « Les réseaux, l'autre manière de vivre ». Il correspond en fait à l'ouvrage de Marc, un des derniers ouvrages de Marc, et c'est le titre de son ouvrage. Alors, le principe est le même que pour tous les Extra Clubs. Nous vous proposons d'avoir un format de 3/4 d'heure, 1 heure, avec un développement donc, de Marc, et puis un temps de questions-réponses. Donc nous comptons vivement sur vos questions. Le propos, Marc, je vais en venir à ta présentation. L'idée, c'est de évidemment répondre à toutes vos questions en direct. Si tel n'est pas le cas, nous avons prévu en fait une adresse à cet effet qui se nomme extraclublive@apm.fr, pardon. Et nous vous proposons en fait de poster vos questions. Marc y répondra dans les quelques jours qui suivent. Avec plaisir. Nous le ferons de façon personnalisée, évidemment, à votre effet. Alors, Marc, tu es physicien, philosophe, prospectiviste et entre autres expert APM. Nous avons la chance de t'accueillir depuis de nombreuses années dans les clubs. Je me suis demandé finalement pourquoi tu t'étais intéressé à cette idée de réseau en fait. Voilà, est-ce que tu C'est relativement simple. Hein. Le fait est que ceux qui me connaissent un peu dans mon message savent que je m'intéresse à toutes les ruptures que nous vivons pour l'instant, et qu'il y en a une qui est l'inadaptation en fait des modèles organisationnels du passé, c'est-à-dire la pyramide hiérarchique, par rapport à cette obligation de répondre à l'effervescence et à la complexité du monde, et qu'il faut donc envisager de nouveaux modèles organisationnels, et le réseau est quelque part la réponse à ce grand défi qui est le nôtre aujourd'hui. D'accord. Alors, nous espérons que tu vas pouvoir nous donner des éléments sur donc, les réseaux, que sont-ils, donc pourquoi les réseaux, comment fonctionnent-ils, et puis impactent-ils nos organisations, vos organisations. Alors, avant de t'entendre et te laisser développer les idées, j'aimerais en profiter pour vous lire quelques lignes donc, du prologue de l'ouvrage de Marc. Ce sujet, ça rejoint ce que tu viens de dire. L'idée de réseau est autre chose qu'un mode technique d'organisation. C'est une autre manière de vivre et de concevoir la relation à l'autre et au monde. Elle ne se limite nullement à une technique managériale ou commerciale. Il s'agit beaucoup plus profondément de fonder un nouvel art du vivre ensemble. Le réseau est une organisation relationnelle au sein d'un ensemble dans lequel elle institue un ordre. Alors Marc, je te propose de nous donner une définition peut-être, ou ta définition des réseaux, et de nous parler aussi des origines des réseaux. Tu as travaillé dans ce sens, et puis après de développer ce qui va constituer pour toi carrément une charte des réseaux. D'accord. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un réseau? La définition la plus générale qu'on donne et qui est rigoureuse, celle-là, c'est un ensemble. Donc un réseau, c'est un ensemble de petites entités autonomes, en interaction les unes avec les autres, en interaction forte les unes avec les autres, et fédérées par quelque chose qui est une identité commune et ou un projet commun. Ça, c'est vraiment la définition qu'on donnerait aujourd'hui d'un réseau. Mais les réseaux, c'est pas une invention humaine d'abord, et c'est pas une invention récente de seconde main. C'est quelque chose qui existe dans la nature depuis toujours. Et le plus bel exemple que je connaisse moi, c'est de considérer qu'une forêt, c'est un immense réseau. Ce ne sont pas une collection d'arbres les uns à côté des autres. Ce sont des interactions infinies, tant en sous-sol que dans l'air. Et voilà, toutes ces interactions-là font que tout ça travaille et forme un tout qui s'appelle la forêt. Bien voilà, voilà un bel exemple naturel de ce que c'est qu'un réseau, et que nous avons à réapprendre à utiliser dans nos entreprises pour avoir la flexibilité et la créativité nécessaires. Alors, définition, est-ce que tu peux en venir à des... Je sais qu'il y a presque deux types de définitions, que tu avais deux approches peut-être à nous proposer. La première définition, c'est ce que je viens de dire, c'est un ensemble structuré de petites entités qui fonctionnent très fortement ensemble. L'autre manière de faire, qui est plus globale, c'est dire c'est une manière de répondre au monde extérieur, une manière de répondre aux sollicitations extérieures, dès le moment où ce monde extérieur devient très complexe, devient très rapide et implique nécessairement une grande agilité de réponse, une grande vitesse de réponse, une grande souplesse, une grande créativité. Voilà. Donc, selon qu'on regarde de l'intérieur ou de l'extérieur, on a deux regards du réseau, mais qui doivent forcément converger.
D'accord. Alors, tu as pu dégager en fait un certain nombre de principes et de points invariants peut-être qui constituent les réseaux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément? Ah oui, sûrement. Les grands principes qui font que qu'un groupe travaille sous la forme réseau, parce que c'est bien du travail en réseau dont on parle aujourd'hui, il y a 8 mots-clés qu'il faut garder en tête, avec des poids différents, mais il faut les garder en tête. Le premier mot-clé, c'est le mot autonomie. Chaque entité d'un réseau doit être autonome. Je vais prendre l'exemple de l'APM. Chaque club de l'APM, à l'intérieur de ce beau réseau qu'est l'APM, chaque club est une entité autonome, mais on n'a pas dit indépendante. On dit autonome. Et ça, c'est bien important de bien souligner la différence entre ces deux mots-là. Le deuxième grand principe, c'est le principe d'identité. Un réseau se définit par une identité. Et qu'est-ce que c'est que cette identité? C'est en fait le vécu du réseau, ce par quoi il est passé, l'accumulation de son expérience. Et c'est ça qui fait ses valeurs, c'est ça qui fait son profil, c'est ça qui fait son style, c'est ça qui fait sa manière de se comporter au monde. Le troisième grand principe, celui-là c'est le plus difficile. C'est le plus difficile à entendre, nous qui sommes depuis si longtemps immergés dans un mode d'organisation pyramidal et hiérarchique, c'est le mot subsidiarité. Le mot subsidiarité, il est crucial. Il n'y a pas de réseau s'il n'y a pas application stricte du principe de subsidiarité, qui dit quoi? Qui dit simplement que un problème, quel qu'il soit, lorsqu'il se pose, doit être résolu où il se pose par ceux à qui il se pose. Et que donc le management est un management par exception et non pas par directive. C'est donc un fonctionnement qui n'est pas top-down, mais bien un fonctionnement qui est bottom-up. Alors cette subsidiarité m'amène à parler tout de suite d'un autre principe qui est connexe et complémentaire, c'est comme tout ce qui se pose comme problème doit être résolu sur place par ceux à qui il se pose, ça pourrait laisser sous-entendre, en gros, c'est la philosophie du démerdez-vous, ça ne me concerne pas. Alors ça, évidemment, c'est pas du tout ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est que le principe de subsidiarité doit être accompagné par un autre principe qui est le principe de solidarité. Oui. Donc, à l'intérieur d'un réseau, je dois pouvoir compter sur les copains, pour le dire prosaïquement. Je dois pouvoir avoir accès au savoir-faire des autres. Il faut que les synergies puissent s'installer à l'intérieur du réseau entre pairs, PAIRS. Et donc, c'est là où il faut bien avoir toujours en tête ces deux principes complémentaires. Principe du subsidiarité, donc de management par exception, et le principe de solidarité, c'est-à-dire que au sein du même réseau, on peut compter sur les copains pour résoudre un problème qui est nouveau ou pour lequel on ne voit pas d'issue. Alors, un autre principe intéressant des réseaux, et c'est d'ailleurs une des raisons fondamentales pour lesquelles les réseaux se sont mis en place dans la nature, c'est ce qu'on appelle, pardon du mot un peu technique, c'est le principe de fractalité. Alors, les fractales sont des objets géométriques qui ont été inventés. Pardon? Je dis c'est le physicien qui parle, en l'occurrence. C'est le physicien qui parle, mais c'est un mathématicien français qui a inventé ce concept, qui s'appelle Benoît Mandelbrot. Et ce principe dit simplement quelque chose qu'on connaît tous. Il suffit de regarder un arbre pousser, ou il suffit de regarder une plante d'appartement pour comprendre qu'un arbre, il a vraiment intérêt à avoir la plus grande surface possible de contact avec la lumière. Et donc, il va s'arranger pour disposer ses feuilles de manière à avoir le moins d'ombre possible. Donc, il va, autrement dit, et là c'est le mathématicien qui parle, il va extrémiser le rapport entre la surface au monde extérieur et le volume intérieur. L'inverse de ça, c'est la bureaucratie. La bureaucratie, c'est je veux avoir le minimum de surface avec le monde extérieur pour le plus gros volume intérieur. Donc je veux pas qu'on vienne m'embêter. Voilà, je veux pas ouvrir la porte sur le monde extérieur ou alors vraiment le minimum. Et donc on a cette différence fondamentale entre l'arbre qui cherche à avoir la plus grande surface de connexion avec le monde extérieur et la sphère qui est en fait la surface minimale pour le volume maximum. Donc, quand on parle réseau, on parle nécessairement d'un contact le plus grand possible avec le monde extérieur. Donc, ça veut dire grande réactivité. Ça veut dire chaque entité est en connexion complète et totale avec le monde qui l'entoure et avec les autres entités. Et tout ça fait évidemment un nombre incroyable de flux rapides, d'échanges qui fait la richesse du réseau. C'est justement pour ça que le réseau est riche. Parce qu'il est capable de répondre très vite à un grand nombre de sollicitations. Comme l'arbre qui peut répondre très vite aux photons qui arrivent du soleil pour lui permettre sa photosynthèse. Je continue un nouveau principe, c'est le principe qui est le principe de gouvernance d'un réseau.
On a toujours bien compris dans les organisations humaines qu'il y avait ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui font autorité. Hein, ceux qui détiennent le pouvoir, ce sont ceux qui sont habilités légitimement à trancher un différend, à arbitrer. Et ceux qui font autorité, ce sont ceux qui, quelque part, maîtrisent au meilleur niveau les savoir-faire, les connaissances, les modèles, les langages, etc., etc. Ça a toujours existé, ça. C'est l'ingénieur et le directeur général, pour faire simple. Depuis une quinzaine d'années, on se rend compte qu'il y a un troisième principe qui devient de plus en plus important, qui est ce n'est pas détenir un pouvoir, c'est pas faire autorité, c'est le fait d'être porteur du charisme, porteur de la passion envers ce qui nous rassemble, l'enthousiasme par rapport au projet collectif. Et donc, une fois qu'on a bien compris qu'il y a ces trois pôles qui fonctionnent dans toutes les organisations, il faut juste se rappeler une règle. C'est que dans un réseau, pour qu'un réseau continue à vivre et à fonctionner et à se développer, il faut que ces trois rôles soient en fait portés par des entités différentes, par des personnes différentes. Ah. Ou sinon, la tendance à la re-hiérarchisation est immédiate. Donc il faut bien garder séparés ces trois choses-là, sachant que, et ça on le sait bien à notre époque, en sachant que c'est le rôle de développement de la passion et de l'enthousiasme qui aujourd'hui devient de plus en plus important. Mais il faut garder les deux autres, bien sûr. Il faut qu'ils soient là et qu'ils soient costauds. Voilà, donc ça c'est le principe de gouvernance. Alors un avant-dernier principe, c'est le principe de prolifération. Ça veut dire quoi? Un réseau, il grandit comme les cellules de notre corps en se divisant. Chaque entité, en fait, essaime. Et que le principe d'évolution, de prolifération d'un réseau, c'est le principe d'essaimage. Et le principe d'essaimage, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec soin. Techniquement parlant, ça doit se préparer. Et c'est ce qu'on fait dans les clubs APM. Quand un club atteint une taille qui est un peu trop grosse, on commence à réfléchir à comment faire pour de là avoir un nouveau club qui va s'installer un petit peu plus loin. Hein, ça, c'est le principe d'essaimage. Il est crucial dans le développement d'un réseau. Sachant que j'en profite pour dire ceci, c'est que si 1 donne 2 et que chacun des deux donne 4, on voit que la progression est exponentielle. Donc la vitesse de prolifération d'un réseau peut être extrêmement rapide, donc fragilisante aussi. Et dernier principe, le dernier principe, c'est que quel que soit le réseau, il faut que chaque entité et chaque membre de chaque entité se sache responsable de la production de valeur du tout. Je dis par là qu'un réseau, il a une fonction à remplir, qui est de produire de la valeur. L'APM est un réseau qui produit une certaine valeur, qui est la valeur qui s'appelle le progrès des managers, de l'entreprise par le projet des managers. Cette production de progrès, c'est la production de valeur de l'APM. C'est pas un truc qui tombe du ciel. Chacun est responsable de la production de valeur et chacun doit vivre l'APM comme ça. Conscience individuelle et conscience collective. Hein, voilà, conscience individuelle, conscience collective, non pas dans un antagonisme, au contraire dans une convergence des deux. Hein, et c'est cette production de valeur qui fait qu'un réseau tient ou ne tient pas, vit ou ne vit pas, prospère ou ne prospère pas. Voilà, ce sont les principes que je voulais partager avec toi. D'accord, alors c'est riche évidemment, c'est dense. Justement, on s'était posé la question de et l'APM dans tout ça en tant que réseau. Tu as donné déjà des éléments. Est-ce que tu aurais envie de dire d'autres choses puisque tu connais bien l'APM sur le réseau? Je commence à bien connaître un peu, oui. Donc oui, l'APM, et je le dis, c'est pas parce que je parle à l'APM, c'est pas parce que je te parle à toi, c'est facile de trouver des témoignages où je cite souvent l'APM comme étant l'exemple d'un bon réseau qui fonctionne bien selon les grands principes du réseau. Et que c'est intéressant de voir que l'APM est un réseau à deux niveaux, puisque chaque club est un réseau de personnes. Et vous retrouvez d'ailleurs le principe de gouvernance dont j'ai parlé tout à l'heure à l'intérieur du club. Quand on est dans une rencontre de club, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui s'appelle le président du club qui en fait détient le pouvoir d'arbitrage si jamais ça déconne, mais qui ne l'utilise que par exception. Donc c'est gouvernance, hein, c'est le principe de gouvernance. Ça c'est au niveau de la gouvernance du club. Il y a donc les trois rôles. Il y a celui du président, il y a celui de l'expert qui est celui qui fait autorité par définition, sinon il ne serait pas là. Hein. Et puis il y a le troisième rôle qui est colossalement important, on le sait tous bien dans un club APM, c'est le rôle de celui qui donne envie. C'est-à-dire l'animateur. L'animateur qui développe cette passion, cet enthousiasme pour le concept APM et qui, par son attitude, donne envie aux membres de venir, d'être réguliers, de donner le meilleur d'eux-mêmes, de s'engager, etc. Voilà, les trois rôles sont là. Et si on monte d'un niveau et qu'on dit l'APM
au niveau international, est un réseau de clubs. Donc on est bien dans un réseau aussi, à ce niveau-là. Et comme par hasard, on retrouve les trois rôles. À savoir qu'il y a un conseil d'administration qui détient le pouvoir. Il y a la banque des experts agréés qui est le réservoir de ceux qui font autorité. Et puis, il y a vous, il y a la maison de l'APM qui a le rôle d'alimenter cet enthousiasme pour le projet collectif et qui donne envie que tout continue, que tout prospère, que tout aille bien. D'accord. Merci beaucoup Marc. Alors on va passer aux questions et répondre à déjà les questions. Il y en avait une première et c'est intéressant. Quel est le projet de la forêt, point d'interrogation? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à la métaphore utilisée? Oui, alors quel est le projet de la forêt? Je crois que c'est, plus généralement, c'est le projet de la biosphère, c'est-à-dire de propager la vie et de continuer le processus de complexification qui a été commencé avec la première algue bleue, là, quelque part, il y a 3 milliards d'années. Et donc, je pense que le projet, c'est ça. Le projet, c'est la vie avec un grand V, la prolifération de la vie avec un grand V, par tous les chemins possibles et imaginables. D'accord, donc c'est le vivant en général, finalement, c'est le projet du vivant, finalement? Voilà, oui, voilà. D'accord. On est bien clair là-dessus. Merci Marc. Alors une deuxième question, on enchaîne. Comment séparer les trois rôles, pouvoir, autorité, leader, charismatique, dans une organisation de 20 personnes, quand on a une petite structure? Comment on fait? C'est une question très fréquente, celle-là, et c'est une question très judicieuse. La tentation est très forte de dire, eh bien, il y a quelqu'un qui est le patron de la petite entreprise là, et qu'il a sur sa propre tête les trois casquettes en même temps. C'est extrêmement difficile à vivre. C'est extrêmement difficile à vivre, et je pense que là, il y a un effort à faire, et c'est peut-être le premier pas vers le mode de fonctionnement réseau dans une PME, c'est de se dire, eh bien, moi, le patron, je dois rester le leader charismatique parce que c'est moi le garant du projet collectif, parce que c'est moi qui dois donner envie. En revanche, pour ce qui est des arbitrages, donc de détenir le pouvoir, eh bien, j'ai un DAF pour ça. C'est quelqu'un qui, lui, au contraire de moi qui suis un entrepreneur, va être quelqu'un qui est un garde-fou, qui est quelqu'un qui va arbitrer et optimiser la gestion des choses. Et bien sûr, on se met d'accord globalement sur des règles du jeu, mais je lui laisse faire son boulot. Et j'interfère pas tout le temps. Et de l'autre côté, il y a ceux qui font autorité. Dans une entreprise de 20 personnes, il y a toujours l'un ou l'autre qui sont les gens qui détiennent le mieux les savoir-faire, les compétences, ou qui ont les meilleurs talents. C'est ceux-là qui font autorité à l'intérieur de l'entreprise. Et donc le patron qui veut rentrer dans cette démarche-là, il va reconnaître cette expertise et il va dire je suis bien conscient du fait que c'est pas parce que je suis le patron que je détiens une meilleure expertise que le meilleur de mes experts. C'est pas vrai. Et donc voilà, c'est une notion de lâcher prise finalement. C'est un lâcher prise en quelque sorte. Oui. Ah mais complètement. C'est un lâcher prise, mais qui est difficile à faire. Moi là, je m'adresse vraiment à nos camarades qui nous regardent. Là, c'est très difficile à faire parce que on a terriblement envie, quand on est patron d'une petite entreprise, d'avoir la main à tous les fourneaux et de tout tenir en main et de tout contrôler. C'est justement ça le principe de la pyramide hiérarchique. Si on veut en sortir, il faut lâcher prise par rapport à ça. Sinon, il n'y a pas d'issue possible. Oui. Donc c'est aussi une façon de nous dire, il y a un cheminement aussi peut-être par rapport à cette idée de mettre en place des choses. Clairement. Clairement. Alors la grande erreur qu'on pourrait faire, c'est de croire que le passage du pyramidal au réseau se fait par décret. Il suffit de décider ça le matin en se rasant et de dire ce soir c'est fini. C'est pas vrai. Ça c'est certainement pas vrai. C'est un processus long. C'était la question, pardon, je t'interromps. Quel est le processus de passage d'une organisation pyramidale à une organisation en réseau? C'est justement le point. Parlons de ce processus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne se fait pas par décret. C'est pas un coup de baguette magique. Ça nécessite des choses très difficiles, à commencer par un changement de mentalité, un changement de culture d'entreprise, un changement des rôles. Et donc, le fait de passer du hiérarchique au subsidiarisé, par exemple, est quelque chose qui ne se fait pas naturellement, du tout. Parce qu'on est entre nous, on peut dire les choses. La plupart de nos contemporains n'ont absolument pas envie de devenir responsables de ce qu'ils ont à faire au quotidien. Ils préfèrent qu'il y ait un chef qui assume la responsabilité. Mais dès le moment où on passe en principe de subsidiarité, ça veut dire qu'à ce moment-là, chacun devient responsable de la solution qu'il donne au problème qui se pose à lui. Donc ça change quand même relativement fort
améliore la manière de fonctionner. Hein. Et donc voilà, je crois que ce processus de passage du hiérarchique au réticulé est un processus qui s'inscrit en général dans une durée de 3 à 5 ans, puis qu'on touche aux valeurs de la culture d'entreprise, là. Donc c'est 3 à 5 ans, et que ça doit se faire par étapes. Et certainement pas par décret. Alors la meilleure méthode, oui. C'est très probablement de fonctionner par projet. D'essayer progressivement de faire travailler les gens ensemble de manière autonome et de manière subsidiarisée dans un projet bien clair d'abord. Vous voyez, ça fonctionne. Et vous n'avez pas trouvé ça amusant? C'était pas gratifiant de prendre en charge un vrai problème et quelque chose de beau à faire? Et progressivement, eh bien, par contagion interne, les choses se mettent en place. Mais pas facilement. Il faut vraiment que le patron qui gouverne ce processus soit d'une patience d'ange. Et répète 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois pourquoi on le fait, comment on va le faire, etc., etc. Dernière chose que je dis sur le projet, sur cette question, c'est que le processus dont on parle là, oui. Ce processus de passage, il n'y a pas de recette de cuisine. Je ne pourrais pas, moi, demain matin, écrire un livre de 20 pages en disant « il suffit de faire ça, le problème est résolu ». C'est juste pas vrai. Il y a plein de variantes liées au métier, à la culture de l'entreprise, à l'historique de l'entreprise, au type de profil qui y sont, au niveau moyen d'éducation, l'âge. Donc tout ça intervient comme étant des facteurs de modulation en fait, du processus. Donc il n'y a pas de recette. D'accord. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que la brutalité ne sert à rien et qu'on ne fait pas ce passage par décret. C'est tout. D'accord. Alors, une autre question justement. Êtes-vous sûr que tous les collaborateurs ont envie de fonctionner en réseau? Comment lever les résistances au changement? On fonctionne par mode projet, on commence, mais si les résistances sont là, à ton avis, alors, comment amener les choses? Il y a là quelque chose qui est une loi pas très sympathique. C'est que dès que la loi des grands nombres joue, il y a un phénomène d'adhésion qui est purement statistique qui se met en place. Et c'est vrai pour n'importe quel projet, ça. Pas seulement le passage au réseau. Quand il y a un projet, quelque chose de nouveau à faire, si la loi des grands nombres peut jouer, j'insiste là-dessus, on a toujours la même proposition. Tu peux nous dire ce que c'est la loi des grands nombres? La loi des grands nombres, ça veut dire qu'on est dans un ensemble suffisamment nombreux oui. Pour que la statistique puisse jouer. D'accord. Si on est 3, il n'y a pas de statistique. Si il y a un chiffre levier, enfin. Oui, ça commence à partir entre 50 et 100. D'accord. Hein, et je vais revenir ça d'ailleurs, à cette histoire-là. Et donc, si la loi des grands nombres peut jouer, à ce moment-là, le problème de l'adhésion à un projet de changement est toujours structuré à peu près de la même manière. Il y a 15% des collaborateurs qui sont enthousiastes. Et quel que soit le projet, c'est toujours les mêmes 15% qui sont enthousiastes d'ailleurs. Il y a 25% qui sont contre, par définition. On ne veut pas changer. L'homme est un animal qui adore rester dans son confort et dans ses habitudes. Donc, par définition, ces 25%-là, ils ne veulent pas en entendre parler. Et puis, il y a la frange intermédiaire des 60%. Et ces 60% se divisent en gros en deux catégories. 60, c'est 40% de gens... Non, les 60% globalement, ils s'en foutent. C'est pas leur projet. Et puis, bon, ben, moi, je suis là pour faire ce qu'on me dit. Et voilà, c'est pas moi qui suis la locomotive de la chose. C'est pas mon problème. Sauf que dans les 60, il y a 40 que ça n'amuse pas trop. Et il y en a 20 qui, eux, se disent, c'est pas mon truc, mais ça m'amuse. Et ceux qui s'amusent, il faut renforcer leur amusement parce que c'est un effet attracteur sur les 40% restants. Donc si on procède bien dans ces cas-là, on a 15% de gens qui sont vraiment les locomotives, 20% qui s'amusent, donc ils sont favorables, et qui vont s'amuser tellement bien qu'ils vont attirer vers eux les 40%. Donc on est à 75% de gens qui sont quelque part dans le projet. Donc pour un dirigeant, ça suppose d'identifier ces personnes quand alors, même, si on est sur une petite structure. Ça suppose qu'il faille identifier le mieux possible. Le mieux possible, au moins les moteurs. Quoi, hein. Voilà. Hein. Et ce qu'il faut surtout jamais faire, j'en profite, c'est de croire qu'on peut convaincre les 25% de résistants. C'est souvent le réflexe qu'on a. Je vais aller voir les gens les plus résistants et je vais argumenter pour leur montrer que c'est bien et pour essayer d'avoir raison. Ça sert à rien. Ça sert à rien. De nouveau, statistiquement parlant, admettons même qu'on écarte les 25% qui sont résistants, ils sont à peine partis que la gaussienne se remet en place statistiquement. Donc ça sert à rien de faire ça.
il faut aller un pas plus loin. Et ce pas plus loin, c'est de dire comment faire pour ne pas subir cette fatalité statistique. Parce que c'est épouvantable pour un manager de se dire, quoi que je fasse, j'ai 15, 60 et 25. C'est horrible. Alors pour ça, mais il faut empêcher la loi des grands nombres de jouer. Et empêcher la loi des grands nombres de jouer, ça veut dire de pouvoir fonctionner avec des entités qui sont petites, c'est-à-dire de moins de 50 personnes. Et ça, je tenais à le souligner parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. À un moment donné, on s'est dit, la question c'est, on dit qu'un réseau, c'est un ensemble d'entités petites, etc., etc. Ça veut dire quoi, petite? Et puis, on a fait ça de deux manières. On a été voir ça de deux manières. Une manière tout à fait théorique et une manière tout à fait empirique. Alors, je la raconte très vite. Oui. La manière théorique, c'est de dire, pour que je puisse, moi, leader d'une entité, faire passer l'enthousiasme que j'ai par rapport au réseau et au projet collectif de ce réseau, je ne peux pas faire passer cet enthousiasme, cette passion, en passant par un intermédiaire. Je dois avoir un contact direct avec la personne que j'ai en face de moi. Et pour que ce message puisse passer, il faut que la confiance soit établie entre nous deux. Ça veut dire qu'il faut que j'ai une relation personnelle avec cette personne, que je la connais suffisamment et qu'elle me connaisse suffisamment pour que le courant puisse passer entre les deux. Or, ça, on sait tous bien qu'un être humain, il a très très difficile à gérer plus de 50 relations personnelles en parallèle. Donc 50, c'est la limite. Et puis on s'est dit, oui, mais enfin ça c'est un peu théorique. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir des vieux réseaux qui fonctionnent depuis longtemps et aller leur poser la question? Et donc on a fait ça. Alors les deux plus symptomatiques qui sont les plus amusants à noter aujourd'hui, c'est qu'on a été voir les moines, les communautés monastiques, et pour leur poser la question en disant, bon ben voilà, dans l'ordre des bénédictins, est-ce que votre expérience est arrivée à nous dire quelle est la taille la meilleure pour une communauté? La réponse, c'est dire, ben oui, 25-30, ça c'est vraiment bien. On est en pile au centre de la cible. Et on a été voir un autre réseau, qui est aussi très ancien. C'est le réseau des loges maçonniques. Et on a été leur demander, dites-moi, la taille optimale pour une loge, là, c'est combien? Et alors la réponse, eh bien, il faut que tout le monde se connaisse bien pour que les liens de fraternité puissent fonctionner. Et pour ça, le maximum, c'est 50. Aux alentours de 30, c'est mieux. Bingo. De nouveau au centre. Il n'y a pas de hasard. Et quand on va voir aujourd'hui, par exemple, dans les grands réseaux de franchisés, qui sont des réseaux aussi, c'est à peu près la même règle qu'on voit partout. L'Oréal l'a écrit en disant c'est 40 personnes maximum dans une entité locale. D'accord. Donc soit c'est l'entreprise entière, on est 40 personnes et on fait des tout petits projets finalement, à tout petits groupes, soit on est dans une grande structure et là c'est pas plus de 30, 40, voilà. Regarde le club APM. Oui. Tu vois, c'est le plus bel exemple. Combien faut-il de membres pour qu'un club fonctionne bien? Plus que 18, mais à partir de 25, ça commence à être trop lourd. Tiens, comme par hasard, on est aussi en plein dans le centre de la cible. Voilà. D'accord, ça c'est important. Alors, une autre question. Quelle balise, au pluriel, pour accompagner le processus du lâcher-prise du patron? Les valeurs de la société. La première difficulté n'est-elle pas pour le patron de renoncer au pouvoir absolu, c'est-à-dire preuve de générosité? Faire preuve de générosité. On sait maintenant que le pire ennemi d'une entreprise, c'est l'ego de son patron. On va dire ça crûment, il n'y a aucune méchanceté. On va dire ça crûment, c'est que l'ego du patron est l'ennemi de l'entreprise. Ça qui ne veut pas dire du tout qu'un patron doit forcément être un timide, modeste, discret dans un coin et qui n'ose pas bouger de son bureau. Je n'ai pas dit ça du tout. Puis l'ego est moteur aussi pour l'entreprise. Il doit l'être. Ouais. Il doit l'être. Donc c'est quelqu'un qui doit être animé d'une ambition, mais pas une ambition pour soi, une ambition pour le projet. Et c'est là où ça se joue. C'est que j'aime bien moi dire, parce que c'est une conviction extrêmement forte que j'ai et que j'ai forgée à travers mes 12 ans de management de crise, ça a été de dire, même le PDG d'une entreprise est au service du projet collectif. Et le PDG, il est évidemment un des moteurs, à travers son expérience, son ego, son désir, il est évidemment un des moteurs qui permet de forger ce projet. Mais une fois que le projet est établi, à ce moment-là, il doit se mettre à son service. C'est pas le projet de l'entreprise qui est au service de l'ego du patron, c'est l'ego du patron en tant que moteur qui doit se mettre au service du projet collectif. Alors dans la question, il y avait l'idée de balise. Est-ce qu'il y a des étapes aussi? Est-ce que c'est possible à ton avis? Oui, parce que imaginons que nous soyons dans une PME traditionnelle de 20-25 personnes qui fonctionne de manière très hiérarchique avec le père fondateur qui a monté
monté cette entreprise à la force des bras et qui en est bien sûr encore le moteur. Et admettons, pour une raison quelconque, cette personne décide de basculer vers un mode de fonctionnement réseau. La toute première chose à faire, c'est de se dire, bon, basculer en mode réseau, ça veut dire que je dois avoir les 3 rôles séparés. Et c'est donc à partir de ce moment-là, première balise, c'est de trouver les deux collaborateurs qui pourront prendre en charge le projet, enfin la détention du pouvoir et l'autre. On revient à ce que tu expliquais tout à l'heure. Et alors une fois qu'on a ces gens-là et que ce triumvirat se met en place avec tout ce qu'il faut de respect mutuel, de connivence, tout en sachant très bien que le patron fondateur, il reste l'actionnaire et que quelque part il garde le dernier mot en cas de vrais gros problèmes. Mais à ce moment-là, commencer à mettre en place deuxième balise, des délégations, des vraies délégations, et donc pas des fausses délégations. C'est le principe de subsidiarité dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, okay. À ce niveau-là, au niveau de la direction. Et puis progressivement, eh bien, on peut continuer à faire proliférer ce mode de fonctionnement à travers des projets spécifiques d'abord, troisième balise, et puis progressivement d'arriver à ce que ce mode de fonctionnement se répande à travers toute l'entreprise, quatrième balise, et puis là on voit comment ça se passe, sachant que pour les raisons que vous venez d'évoquer dans la question précédente, il n'y a jamais 100% d'adhésion des collaborateurs à ce genre de mouvement, hein. Jamais 100%. Et ça, c'est une mesure progressive de l'évolution du projet et de sa réussite. Oui, d'accord. Il faut tenir ça très fort à l'œil. Où sont les résistances et pourquoi y a-t-il des résistances et chez qui? Donc, quels sont les noyaux de résistance à l'intérieur du système? Bon, de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de recette toute faite. Jamais. Ça va être, heureusement. Et là, ça va être empirique finalement. Oui, par erreur très probablement. Et erreur n'est pas échec. D'accord. D'accord. Alors, une prochaine question. Procéder progressivement par projet est clairement réfuté par les experts de l'entreprise libérée qui prônent un passage radical. Oui, peut-être, oui. Donc, entreprise libérée. Je dis bonjour à mon copain Isaac Getz, alors, forcément. Je crois que le passage radical est quelque chose d'extrêmement dangereux. L'idée d'une hiérarchie horizontale, enfin une sorte de... Est-ce que... Oui. On peut laisser. Moi, je suis plus je suis plus tourné vers quelque chose qui est un processus progressif. Je sais qu'Isaac cultive la radicalité. Ok, c'est une histoire, mais vieille comme le monde. Hein. Moi, tu sais, je connais bien le monde du taoïsme chinois. Oui. Il y avait les deux écoles, hein, celui de l'éveil immédiat et brutal et celui de l'éveil progressif. Donc, on est toujours dans cette confrontation-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Basculer du 0 au 1 immédiatement, quitte à ce qu'il y ait de la casse, ou au contraire prendre le temps, et je sais que ça use de l'énergie, ça use du temps, donc ça use de l'argent, mais d'essayer de limiter la casse en faisant quelque chose de progressif. Je pense que c'est une question de culture de l'entreprise, et surtout c'est une question de la personnalité de celui qui va porter tout ça, quoi. Hein, si c'est un très grand charismatique qui est reconnu comme tel, il peut oser la radicalité, il peut oser le passage. Si par contre c'est quelqu'un qui est plus dans le consensus ou dans le compromis au sens noble, ce terme-là, peut-être qu'il ne faut pas qu'il aille contre sa nature non plus. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, voilà, encore une fois, il n'y a pas de recette. D'accord, merci. Alors, pourrait-on avoir quelques exemples d'entreprises fonctionnant bien en réseau? Est-ce que tu en connais? Oui. L'APM. Oui, oui, il y en a. Le problème qu'il y a derrière ça, parce que c'est aussi une question récurrente, ça, c'est que des entreprises qui fonctionnent bien en réseau, oui, on va en citer quelques-unes, sachant que c'est jamais la perfection à 100%, qu'on peut toujours trouver à redire. Mais il y en a qui ont vraiment été très loin. Je pense à des L'Oréal, je pense à des Vinci, je pense au sein de l'Empire Mullier, que je connais très très bien depuis longtemps, il y a tout l'ensemble Decathlon et enfin ce qui s'appelait avant Oxylane, et donc les entreprises dites les entreprises passion, etc. Ce sont des fonctionnements en réseau qui sont là, qui sont vraiment là, avec une vraie autonomie locale, etc., etc., etc. Donc ça, c'est des beaux exemples. Alors, là où on est très vite coincé quand on veut donner des exemples, c'est que des exemples réels vécus qui ont réussi, j'en connais plein, mais en général, ce sont des entreprises qui sont très peu connues. Pourquoi?
Ben parce que on est toujours dans un monde où on focalise le regard économique sur les grosses entreprises cotées en bourse qui sont un peu les fleurons de l'économie d'avant. Mais ces entreprises-là, il n'est pas question, dans leur tête à elles, de passer à un fonctionnement réseau. Au contraire, les difficultés vécues resserrent de plus en plus le pouvoir réel au centre, au sommet de la pyramide. Et donc, c'est des contre-exemples absolus la plupart. Donc, si on veut trouver des exemples, il faut plutôt aller voir dans des petites entreprises, petites, moyennes, qui sont peu connues et qui, elles, fonctionnent bien. Moi, j'en connais plein à l'APM. J'en connais plein. Des entreprises de 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes, qui fonctionnent vraiment extrêmement bien. Mais qui les connaît? Parle-t-on d'elles dans les Échos ou dans Capital? La réponse est non. Alors justement aussi, des exemples d'échecs d'entreprises qui n'ont pas réussi le virage et les raisons associées. Est-ce que ça, il y a des points de clivage qui font qu'à un moment... Il y a un exemple que je connais bien, mais je ne peux pas le citer, parce que comme je suis leur conseiller, je ne peux pas donner un nom. Mais cet exemple-là est typique. C'est-à-dire, la volonté des actionnaires est extrêmement claire. Nous sommes dans un métier, disent-ils, où le pyramidal ne fonctionnera plus jamais. Et il faut nécessairement aller vers un fonctionnement réseau, donc avec des entités plus petites, locales, autonomes. Enfin, je ne vais pas recommencer tout ce qui a été dit. Ça, c'est la décision en amont. Mais le management de cette entreprise, c'est une grosse entreprise, hein, le management de cette entreprise est typiquement issu du monde de la finance. Monde de la finance qui, par définition, veut tout contrôler, veut tout quantifier, veut tout optimiser sur le court terme. Donc, conflit majeur entre les actionnaires entrepreneuriaux et le management qui est un management pyramidal et hiérarchique. Conflit majeur. Alors, qui va gagner? Qui va gagner? Eh bien, dans l'entreprise dont je te parle sans la citer, eh bien, c'est typiquement le management qui a tellement fait peur aux actionnaires qu'aujourd'hui, les actionnaires disent « Nous savons que nous devrions passer en réseau, mais on n'ose pas le faire. » Et on n'ose pas le faire parce que sinon on va casser le management et on en a trop besoin, entre guillemets, ce qui est une croyance. Hein, mais enfin bon, on en a trop besoin. Et donc voilà, le projet a vaguement été tenté expérimentalement de droite et de gauche à la périphérie, mais fondamentalement le projet il est mort. Ce qui veut dire que, et c'est moi la chanson que je chante auprès des actionnaires, je comprends bien tout ce que vous me dites, mais moi je vous garantis que dans moins de 10 ans, tout votre groupe là, il n'existe plus. Il est mort. Alors, on va répondre à la prochaine question, mais justement, est-ce que ça veut dire qu'on serait tous un peu obligés d'aller vers ce mouvement de fond? Est-ce que c'est un mouvement de fond aller fonctionner en réseau? Incontestable. Alors, voilà, alors la raison, elle est très simple, si tu veux une raison. Bien sûr. C'est que, il suffit d'écouter les gens parler. Nous sommes dans un monde où la complexité augmente. Alors, définition de la complexité, ça veut dire que le nombre d'acteurs que chacun est amené à côtoyer augmente de manière exponentielle, mondialisation, etc., etc., et que la fréquence, l'intensité et la force des échanges augmente aussi exponentiellement, et ça on peut le voir, il y a des graphiques qui existent qui montrent ça, vraiment c'est une exponentielle extrêmement rapide. Donc ça veut dire que le taux de sollicitation de chaque individu, mais aussi de chaque entreprise par rapport au monde extérieur, augmente de manière exponentielle. Et à bon droit, qu'est-ce qu'on nous dit? On a dit, pour répondre à ça, il faut que les entreprises deviennent agiles, souples, créatives, réactives, etc. Et tout ça, c'est bien vrai. Sauf que, si on regarde autour de nous, la grande majorité des organisations humaines sont pyramidales. Or, par définition, un fonctionnement hiérarchique pyramidal nécessite de passer par la voie hiérarchique, nécessite donc beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour donner une réponse à une question s'il faut passer par la voie hiérarchique. Donc ça veut dire que la pyramide est quelque part antinomique par rapport à la densité de sollicitations venant du monde extérieur. Tu sais, mathématiquement, il y a un truc très simple, hein. Une pyramide hiérarchique, c'est la manière d'optimiser une chose très simple. Comment faire pour relier tous les éléments de l'ensemble avec le nombre minimum de relations entre eux? C'est ça une pyramide hiérarchique. Donc c'est un optimum économique parce que comme il y a moins de relations à entretenir, ça coûte moins cher en temps et en énergie, donc en argent. En revanche, la vitesse de réaction de l'organisation est extrêmement basse.
Ce qui n'est plus compatible avec notre monde. Donc on est tous obligés, peu ou prou, de faire évoluer nos organisations vers du réseau. Est-ce que ça doit être du pur réseau partout? La réponse est non. Ça veut dire qu'en fait, la dose de hiérarchique et la dose de réseau vont évoluer avec plutôt favorablement du côté réseau. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il faille tout casser, qu'il faille tout changer et qu'il ne peut pas y avoir un peu d'hiérarchie. Bon, d'accord, merci. Alors, est-ce que le fonctionnement en réseau remet en question le principe de la gouvernance, conseil d'administration, direction exécutive, assemblée générale? Si chacun respecte son rôle, je pense que le conseil d'administration, c'est-à-dire l'ensemble des actionnaires qui risquent leur patrimoine dans une aventure entrepreneuriale, ils ne jouent pas avec dans la gouvernance du réseau. Ceux qui jouent avec dans la gouvernance du réseau, c'est au sein même du management au quotidien, c'est la répartition des trois rôles qui doit être pris en charge, comme c'est le cas à l'APM, on l'a expliqué tout à l'heure. Donc ce que je pense que ce qu'il faut, c'est le fonctionnement en réseau implique encore plus que jamais le Chinese Wall, la muraille de Chine entre actionnaires et managers. Ce qui ne veut pas dire du tout que les actionnaires n'ont pas leur mot à dire, mais une fois que la mission de l'entreprise est clarifiée, une fois que les actionnaires ont bien clairement exprimé ce que l'entreprise est censée leur apporter en échange du risque entrepreneurial qu'ils prennent, leur rôle s'arrête. Et à ce moment-là, on rentre dans un mode de fonctionnement qui peut être hiérarchique ou qui peut être réticulé. Et s'il est réticulé, c'est l'affaire du management, c'est plus l'affaire des actionnaires. D'accord. Quel avenir pour les grandes organisations par construction centralisée versus les petites, start-up, etc. Des conseils pratiques pour elles? Pour les start-up? Oui. Bon, ceux qui me connaissent un peu savent que la réponse à la première question va être assez péremptoire, à savoir les grandes entreprises hiérarchiques qui existent encore, pour moi, sont des dinosaures qui vont disparaître dans les 20 ans qui viennent. Pas parce qu'ils ne sont pas du tout adaptés au monde. En revanche, les startups, par définition, travaillent beaucoup plus sur un mode d'ajustement mutuel au quotidien, avec beaucoup de souplesse, beaucoup d'agilité, beaucoup de créativité. Ils ont aussi un danger. Leur danger à eux, c'est justement de croire que l'on peut continuer à croître en faisant de l'ajustement mutuel sans organisation. Ça, c'est le danger. Et donc, je pense qu'il faut apprendre aux petites entreprises très créatives à commencer, lorsqu'elles commencent à gagner en taille, à vraiment mettre en place une charte de réseau, à savoir comment on va évoluer, comment on va assumer les différents rôles, comment on va essaimer, ça sont les deux questions fondamentales. Un, quelle est mon identité? Je suis qui? Donc, c'est de poser la question, oui, c'est ça. Quelle est mon identité? Et deux, quelle est ma finalité? D'accord. Hein, ça, ce sont les choses qui vont être les garants de la cohérence du tout. Une fois que ça c'est fait, alors on met en place les techniques d'essaimage, les techniques de subsidiarité, etc. Mais d'abord définir son identité et définir sa vocation. Et ça doit être très clarifié. Très clarifié. Et c'est pas le plus simple. D'accord. Alors, on construit un réseau, mais les interlocuteurs changent. Comment pérenniser? Ça, c'est intéressant aussi. Encore une fois, la pérennité du réseau passe par la pérennité de son identité et de son projet. D'accord. C'est tout. Donc, une fois qu'on sait qui on est, on sait où on va, que les acteurs changent, on leur dit, ben voilà, tu viens de rentrer dans quelque chose qui sait qui il est et qui sait où il va. Et là, c'est pas aussi brutal que ça, mais en gros, c'est quand même, c'est apprendre ou laisser, quoi. C'est ça le fondement. C'est ça qui tient le tout ensemble. Alors, ça peut évoluer, mais lentement. D'accord. Alors, travailler en réseau, est-ce passer de la baleine au banc de poissons? Banc de poissons organisé, hein. Donc c'est pas une collection de poissons indépendants les uns des autres qui vont n'importe où, n'importe comment. C'est donc bien un banc de poissons organisé, comme on le voit parfois dans des magnifiques documentaires avec les poissons dans les coraux là, qui fonctionnent ensemble au quart de tour. Oui. Ce qui pose d'ailleurs un problème, parce que comme il n'y a pas de chef, comment font-ils pour communiquer et tourner dans l'espace tous exactement au même moment? C'est un vrai beau problème de physique, ça. Mais ça, je te le garderai pour après. Oui, je veux bien. Et donc, oui, quelque part, passer de la baleine à l'énorme banc de poissons, c'est une belle image.
Une autre image qui est intéressante, c'est de passer du gros tonnier qui est une usine à pêcher le poisson, à la flottille de petits bateaux de pêche qui chacun ont leur autonomie, mais qui quelque part communiquent beaucoup entre eux pour savoir, ah là j'ai trouvé un bon, là il se passe ceci, là il se passe cela, et donc de pouvoir coordonner les activités de chacun des bateaux de la flottille. C'est une autre image qui peut fonctionner aussi. Merci Marc. Alors la société actuelle est-elle prête à se lancer dans une entreprise, entrepreneuriat entre parenthèses, en réseau sans entreprise avec contrat de travail? Ah, alors à ton avis? La société actuelle, je ne sais pas, est-ce qu'on parle d'une société commerciale au sens d'une entreprise ou c'est la société, la société française? On prend plutôt dans le deuxième sens, non? Hein? Alors, si on va très loin dans la notion de réseau, et ça c'est aussi quelque chose que je défends très très clairement, c'est que nous allons avoir de plus en plus une image de l'entreprise qui est un réseau de personnes autonomes. Sur les mêmes mots. Je vais juste au bout du raisonnement. Et donc une personne autonome, quelque part, c'est le contraire du salarié. C'est un cadre législatif différent finalement. Et c'est un cadre législatif complètement différent. Alors ça c'est une tendance lourde aujourd'hui, c'est une tendance lourde en Europe qui se manifeste peu en France parce que le droit du travail en France, il est ce qu'il est et il est construit sur l'idée de salariat. Et c'est très difficile de sortir de ce cadre-là en France, mais on n'a pas le choix. Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui sont des juristes du travail et des avocats du travail. Ils sont tous tout à fait conscients du fait que le droit du travail tel qu'il est aujourd'hui en France est absolument plus du tout adapté à la réalité économique que nous vivons à l'échelle européenne et mondiale. Et que, par exemple, un exemple parmi 1 milliard d'autres, c'est que le télétravail, au sens vrai du terme, est en contradiction profonde, juridiquement parlant, avec le contrat d'emploi tel qu'il est pratiqué en France. Vu que le contrat d'emploi, en gros, c'est l'obligation d'être à un bon endroit donné pendant une durée donnée, à des heures données, en échange d'un chèque de fin de mois. Télétravail, c'est pas ça. La notion d'endroit donné n'existe plus, la notion d'horaire donné n'existe plus non plus. Donc, juridiquement parlant, le contrat... le télétravail et le contrat de salariat sont en toute rigueur pas compatibles. Donc il va falloir que ça évolue. Alors pourquoi pas aller plus loin? Et pourquoi pas se dire, dans le fond, c'est peut-être une bonne idée que chacun devienne son propre fonds de commerce, que chacun devienne sa propre entreprise. Hein? Et donc il y a là quelque chose qui est évidemment le stade d'après, mais qui n'est pas idiot. On va faire un petit chemin de détour. Si jamais on dit, ah ben voilà, c'est une entreprise, elle est florissante, mais cette entreprise n'a qu'un seul client. Le réflexe de n'importe qui en bon sens, c'est oula, situation dangereuse. Quelle fragilité aval. Ben c'est ça un salarié. Un salarié, c'est quelqu'un qui a un fonds de commerce, ce qu'il sait faire, et qui n'a qu'un seul client. Donc s'il perd ce client-là, ben, c'est un drame. Donc vous sentez bien, tu sens bien qu'on ne peut plus faire ces 2 poids 2 mesures. Voilà. Mais d'autre part, est-ce que nous sommes, nous, préparés psychologiquement, culturellement, juridiquement à assumer d'être tous indépendants et de transformer le contrat d'emploi en contrat d'entreprise B2B? La réponse, elle est non, on n'est pas prêt. Mais je pense que c'est incontournable. Progressivement, on va avoir cette évolution, c'est-à-dire où finalement tout va devenir réseau de personnes indépendantes, de personnes autonomes. Oui, autonome. Hein, et donc le risque, c'est peut-être la désunion. Est-ce que c'est un risque? Oui, bien sûr. Hein, donc ça veut dire que si l'autonomie devient indépendance, à ce moment-là, ben, on a une collection de prima donna, les unes à côté des autres, qui évidemment détruit toute forme de cohésion, toute forme de cohérence et toute forme de complicité. Donc pour contrer ça, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux d'un réseau, d'un travail en réseau, c'est définir l'identité par le bas et définir la vocation par le haut, le projet par le haut. Et quand ces deux-là sont parfaitement clairs, alors peu importe le statut de ceux qui travaillent dans ce jeu-là, qu'ils soient indépendants ou pas, ça ne change rien. En revanche, il faut être très très clair sur ces deux notions capitales. Sinon, il n'y a pas de réseau, c'est tout.
Alors justement, on a une question sur l'identité. Pouvez-vous donner des exemples d'identité et de finalité clairement définies? Alors, l'identité, c'est ce qui est probablement le plus facile. C'est ça, il y a quand même... je vais le dire autrement. L'identité d'une personne, toi, on se connaît bien depuis des années maintenant, tu as une identité, tu es Françoise Garcia, avec des traits qui te sont propres. Et donc, pourquoi est-ce que Françoise Garcia, est-ce qu'elle est aujourd'hui devant moi? Parce qu'elle a vécu toute une série de choses. Elle a accumulé des expériences de vie qui font que, en se frottant à la vie, elle s'est forgée des traits de caractère, des traits de comportement qui font que Françoise Garcia est unique au monde. C'est elle, c'est toi. Pour une entreprise, c'est la même chose. Hein, même si on fait le même métier, même si on est en concurrence, même si on a les mêmes clients, il est très très clair qu'une entreprise n'est jamais identique à une autre. Elle a son identité. Il faut donc aller voir. Premier exercice à faire, c'est mais qu'est-ce qui me différencie finalement des autres? Quel est mon style? Tu sais, tu l'as déjà fait 1000 fois comme moi. Hein, tu as rendez-vous dans une entreprise que tu connais pas, tu dois attendre dans la salle d'attente parce que le PDG a dit qu'il allait arriver un quart d'heure en retard. Tu t'assieds un peu et tu te laisses imprégner par le lieu. Il faut pas longtemps pour savoir si tu as envie ou pas de travailler avec ces gens-là. Hein, voilà, tu as perçu quelque chose, une identité qui te convient ou pas. Voilà, ça c'est le problème de l'identité. La bonne manière de formuler l'identité d'une entreprise, c'est de dire finalement, après ces N années d'expérience vécue dans le monde réel, qu'est-ce qui nous différencie des autres en termes de valeur? Qu'est-ce qui fait que moi je suis moi et que toi tu es toi? Et donc, je pense que la notion de valeur est une notion clé, à la condition de ne pas sombrer dans les valeurs bateaux, les valeurs morales. Non, je suis honnête. Enfin, c'est pas ça dont on dit. Je veux parler de ce qui est vraiment la réalité comportementale au quotidien. Oui. Premier pôle. Deuxième pôle, qu'est-ce que c'est que définir une vocation ou un projet? Je pense qu'on peut commencer à le faire en définissant bien son métier. Et c'est une grande difficulté de beaucoup d'entreprises qui oublie que le métier, c'est pas défini par les produits qu'on fait, c'est défini par les savoir-faire que l'on maîtrise qui permettent de faire les produits, ce qui n'est pas la même chose. Et donc aller voir ces savoir-faire et de se dire que finalement la vocation de toute entreprise, c'est d'atteindre le plus haut niveau possible de virtuosité et d'excellence dans ce savoir-faire, au service de qui vous faites. Hein, et donc je crois que là on est vraiment dans une interrogation très profonde et très forte. Je sers à quoi, moi, en tant qu'entreprise? Mon entreprise, pourquoi faire? Et si on ne sait pas répondre à cette question-là en tant que patron, évidemment, nos collaborateurs, quand le réveil sonne le matin, pourront répondre à la question en disant pourquoi me lever, quoi. Ouais, hein? Donc voilà, je pense que, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Évidemment, il n'y a pas de réponse universelle. Il n'y a pas de réponse universelle. Moi, j'ai tendance à dire, mais c'est un clin d'œil, c'est qu'il y a deux choses qu'il faut éliminer de la notion de finalité d'une entreprise. La finalité d'une entreprise, ça n'est pas fournir des rentes financières à ses actionnaires. Et la finalité d'une entreprise, ce n'est pas de fournir des rentes sécuritaires à ses employés. Ces deux extrêmes étant écartés, à ce moment-là, on a le champ libre pour aller voir un peu plus loin. D'accord. Alors on arrive à la fin, hein, pratiquement, mais il y a encore une question. Comment arriver à avoir une culture commune d'entreprise si chacun a son fonds de commerce à lui? Alors ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Oui, donc chacun a son fonds de commerce, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que chacun fonctionne dans le but de remplir sa mission personnelle. Ça ne veut absolument pas dire que cette mission personnelle ne s'inscrit pas dans un projet collectif et dans une identité collective. Encore une fois, il faut distinguer le personnel du collectif. Alors, mon fonds de commerce à moi, c'est le côté personnel. Je prends un exemple concret. Je suis expert APM depuis 1999. Bien. Je suis donc tout à fait indépendant, je ne suis pas salarié, moi, de l'APM. Hein, donc je suis vraiment quelqu'un qui fait sa vie et qui vient travailler dans le monde APM régulièrement. Je vais être à ma 400e intervention, je crois, bientôt. Donc, est-ce que ça veut dire pour autant que je ne partage pas les valeurs de l'APM? Est-ce que ça veut dire pour autant, sous prétexte que je suis dans un régime indépendant par rapport à l'APM, que je ne puisse pas rentrer dans la culture de l'APM avec joie, avec enthousiasme? Non, évidemment. D'accord. D'accord.
Une vraie volonté. Alors, on va peut-être arriver à la conclusion, Marc. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots? Est-ce que tu veux reprendre des éléments clés ou donner un message vraiment fort à nos dirigeants après tout ce que tu nous as dit? Des choses à retenir vraiment particulièrement? À retenir particulièrement, oui. Je crois que j'ai bien insisté sur une première chose, c'est clarifier l'identité, clarifier le projet. C'est ça qui tient tout ensemble. Et l'autre chose que je n'ai pas dite, mais j'en profite comme tu me laisses une petite fenêtre, c'est que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, aujourd'hui, on a des petits gars derrière qui s'appellent la génération Y et derrière la génération Z, qui eux, de toute façon, vont refuser radicalement de fonctionner selon le mode pyramidal hiérarchique. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Bien, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Au revoir Françoise. Au revoir Marc.